préparation avant la liquidation. Donc, le travail s'est fait uniquement sur un jour. Et puis, à la surprise générale, le liquidateur ne s'est plus présenté et on nous a tout simplement intimé l'ordre de nous retrouver à Arambo pour signer les soldes de tout compte. Et il y avait même un chantage qui était orchestré parce qu'il avait été imposé aux agents que s'ils ne signaient pas les fameux documents de la liquidation, leur compte était sous surveillance. Donc, personne ne pouvait rentrer ou prendre de l'argent dans son compte sans qu'il n'aurait pas signé le document de la liquidation. Vous avez signé sous pression. Nous avons signé sous pression. Et ceux qui connaissaient un peu leurs droits signaient en écrivant sous réserve de. Ça veut dire qu'ils pouvaient ressauter et ester le liquidateur en justice. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé au bout d'un certain temps, parce que nous avons commencé avec un premier avocat qui a plutôt négocié, qui n'a pas fait son travail d'avocat. Vous prenez un avocat à cette période parce que vous estimez que vous avez été floué. Exactement. Il fallait qu'il vous représente. Voilà. Et parce que vous avez porté le problème devant les tribunaux. Nous n'avions pas à l'époque porté le problème devant les tribunaux. Pourquoi alors avoir pris un avocat? Parce que justement, l'avocat voulait œuvrer dans un plan plutôt politique, en allant de porte en porte et négocier ce problème. Il sortait donc du droit. Il sortait du droit et faisait plutôt du lobbying, on va dire. Et donc, vous l'avez accepté, qu'il vous accompagne? On a accepté, mais au bout d'un certain temps, on s'est rendu compte qu'on n'était pas sur la bonne voie. Parce qu'il y avait à ce moment la loi de la prescription qui couvrait 5 ans. Air Gabon ayant été liquidé le 31 mars 2016, au terme, le 31 mars 2006, au 31 mars 2011, à partir du 1er avril 2011, tous les agents qui n'auraient pas esté le liquidateur en justice perdaient leurs droits. Heureusement, nous avons eu la clairvoyance de savoir au cours du dernier trimestre 2010, que si nous ne faisions pas une action dans le sens d'amener le liquidateur, de porter plainte, amener cette affaire au niveau de l'inspection du travail, nous perdons nos droits. Et c'est ce que nous avons fait. Malheureusement, dans cette dynamique aussi, tout le monde, il y en a qui sont dispersés, ça et là, à l'intérieur du pays. Il y en a même qui sont à l'extérieur du Gabon, qui n'ont pas pu amener cette affaire en justice. Mais un certain nombre, il y en a même qui sont décédés, un certain nombre ont pu amener cette affaire en justice. Donc, fort de ce qui précède, qu'est-ce que nous avons entrepris? Nous avons amené l'affaire à l'inspection du travail, puis nous nous sommes constitués un nouvel avocat qui a accepté de nous accompagner. Rendez-vous fut pris alors avec le liquidateur qui avait été convoqué à l'inspection du travail. Nous étions représentés par 2 avocats à ce moment, nos 2 avocats. Et au moment de la tentative de conciliation, le représentant du liquidateur acculé et n'ayant pas d'éléments de réponse plausibles, estimait que, écoutez, amenez ça devant les tribunaux. Et c'est ce que nous avons fait. À ce moment, un procès verbal de non-conciliation a été délivré par l'inspection du travail. Et c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés aujourd'hui, 2010, 14 ans plus tard, nous sommes devant les tribunaux. Et je dois même vous dire qu'au niveau des tribunaux, tous les dossiers ne sont même pas encore passés. Parce qu'il y a plus de 400 agents qui ont porté plainte. Il y a un certain nombre qui sont passés. Et avec tous les mouvements qui ont eu au niveau du tribunal de Libreville, en l'occurrence des déménagements, il y a les grèves aussi. Oui, il y a certains dossiers qu'il faille reconstituer encore et ramener, soit en première instance, soit en cours d'appel. Alors, selon les informations que nous avons, le plan de réinsertion que vous réclamez, parmi vous, il y en a qui l'ont eu. Il y en a qui l'ont eu. Sur quelle base l'ont-ils eu? Ils l'ont eu sur une base que je ne connais pas. Nous avons lu le statut des pilotes de ligne. Sur le statut des pilotes de ligne, ce sont les pilotes de ligne qui l'ont eu et certains directeurs. Sur le statut des pilotes de ligne, il n'est nullement fait allusion que les pilotes, en cas de perte d'emploi ou de fermeture de l'entreprise, devaient bénéficier d'une prime de réinsertion professionnelle. Le pilote, ils auraient dit une prime de qualification machine, parce que je sais que le pilote ne peut pas passer d'un avion à un autre, par exemple, sans changer de qualif, ou une prime de simulateur, si on veut. Mais le fait qu'ils le disent, ils disent que c'est une prime de réinsertion professionnelle. Je pense pour ma part, et tous ceux qui sont autour de moi sont d'accord, une compagnie d'aviation commerciale ne peut pas fonctionner avec les pilotes de ligne. Ça voudrait dire que le pilote de ligne, en même temps, il piloterait son avion, il se retrouvait à l'intérieur de la cabine avec les passagers en cas d'urgence.
faire l'évacuation ou bien servir la boisson et à manger aux passagers? Non, ce n'est pas possible. Et même avant qu'ils ne se retrouvent dans l'avion, il y a des personnes, des personnels au sol qui procèdent à la vente de billets. Du billet, on va à l'enregistrement. De l'enregistrement, on passe au chargement. Du chargement, on passe au briefing avec les équipages, plan de vol, défi de masse. Dans toute cette chaîne, il n'y a que les pilotes qui ont bénéficié de la prime de réinsertion que vous réclamez aujourd'hui. Effectivement, M. Atiga. Et c'est une obligation parce que ce n'est pas chapeauté par les agents d'Air Gabon, mais c'est chapeauté par l'Organisation de l'aviation civile internationale qui impose que les personnels qui travaillent dans des compagnies OACI, en général, doivent avoir des formations. Et ces formations sont renouvelables. Alors, près de 18 ans aujourd'hui, les choses semblent bloquées. Que faites-vous? Que vous dit le liquidateur? Parce qu'il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs. Oui, il y a eu vous êtes au troisième. Oui, on a commencé par FIDAFRICA. FIDAFRICA, on est passé au comité de liquidation qui n'existe plus. On est passé à un premier liquidateur. Et dès l'avènement du CTRI, on a un autre liquidateur. Vous parlez du CTRI. Le CTRI est là. Oui. Depuis là, qu'est-ce qui s'est passé? Lors de l'avènement du CTRI, fort de toutes les actions que nous avions déjà dans le passé menées, nous avons adressé des correspondances au chef de l'État et nous sommes toujours en attente que humblement il puisse nous recevoir. Nous savons que son calendrier est très chargé, mais nous sommes dans l'espoir qu'en tant que père de la nation, il prendra un temps de son temps suffisamment précieux pour recevoir le personnel d'Air Gabon et que nous puissions l'expliquer de façon exhaustive ce qui s'est passé lors de cette liquidation que j'appelle grugé-bâclé. Aujourd'hui, combien êtes-vous qui réclamez cette prime de réinsertion? Nous sommes, peut-être sortir par là. On va dire que moins de 7% ont perçu cette prime de réinsertion professionnelle. Ça veut dire qu'on n'est pas à moins de 90%. Et j'estime que nous sommes à peu près 1000 agents dans l'attente de cette prime de réinsertion professionnelle. Vous l'estimez à combien cette prime? La prime, elle est d'un montant. Parce que si le président de la République vous appelle aujourd'hui, oui. Vous l'estimez, il est très concret, lui. Oui. La prime de réinsertion professionnelle est d'un montant forfaitaire de 50 millions. Pourquoi? Parce que lors de la liquidation, dans la corporation du PNT, donc des pilotes de ligne, vous avez le plus haut gradé, bon, on va dire le chef pilote, les commandants de bord, les officiers pilotes de ligne, communément appelés copilotes, les officiers mécaniciens navigants. Et dans cette corporation, il y avait aussi des officiers pilotes de ligne qui étaient stagiaires, qui n'avaient même pas 6 mois dans l'entreprise. Et ils ont bénéficié de cette prime? Ils ont bénéficié d'un forfait de 50 millions en termes de prime de réinsertion professionnelle. Ce que nous estimons être une justice criarde et évidente. Une injustice, voulez-vous dire? Une injustice, oui. Une injustice criarde. Donc nous aussi, le personnel au sol qui n'en ont pas bénéficié, nous continuons à revendiquer 18 ans plus tard que notre prime de réinsertion professionnelle nous soit payée ainsi que notre plan social qui n'a jamais été paraphé par les partenaires sociaux. On vous donne cette prime, le problème d'Air Gabon est fermé, bouclé, on n'en parle plus. Oui, oui. Nous avons cette prime et notre plan social et le problème d'Air Gabon est résolu. Je tiens aussi à rappeler que dans le plan social, j'ai parlé des pilotes de ligne, mais dans le plan social inclut tout le monde, y compris les pilotes de ligne qui ont reçu la prime de réinsertion professionnelle. Parce que les pilotes n'ont pas aussi bénéficié du plan social, ainsi que certains directeurs. Vous parlez donc de deux primes? On parle de deux primes. La prime de réinsertion professionnelle pour le reste les agents qui n'ont pas reçu et le plan social qui s'adresse à l'ensemble du personnel. Mais pourquoi les pilotes ne réclament pas cette prime-là? Ils sont peut-être dans leur ligne de confort, mais ils n'avaient pas peut-être vu la possibilité de se joindre dans la même dynamique. C'est ça. C'est une corporation qui s'est peut-être sentie rejetée ou bien qui s'est sentie un autre statut et qui n'a peut-être pas jugé utile au moment opportun de faire route avec nous. Mais je pense qu'il y en a qui sont avec nous de tout cœur. Je suis Jean Bongon Chandi, ancien pilote de ligne, commandant de bord, instructeur examinateur des compagnies Air Gabon et Gabon Airlines. À ce jour, je détiens 17 000 heures de vol. Je suis issu de l'École nationale de l'aviation civile France, ENAC France. Mes dernières fonctions occupées sont celles de responsable désigné de la formation des équipages à la compagnie Gabon Airlines, en même temps que mes fonctions de commandant de bord. Au cours de ces fonctions, j'ai eu à découvrir que les facteurs humains dans une compagnie aérienne concernaient tout le monde, donc à savoir du directeur général à la technicienne de surface. Chaque membre de la compagnie dans son domaine.
Ce faisant, à ce jour, donc 18 ans en arrière, il y a eu une erreur à propos de la compagnie nationale Air Gabon, où certains ont bénéficié d'une prime de réinsertion et d'autres non. Moi, je l'ai bénéficié, le restant de l'entreprise, non. Moi et mes collègues pilotes, nous l'avons bénéficié, le restant de l'entreprise, non. Donc, c'est une erreur qui a été commise. Parce que justement, le fait que tout le monde soit concerné par les facteurs humains valide que tout membre d'une compagnie aérienne, on s'occupe de sa formation pendant le développement de la compagnie et même si elle fait faillite. Quand le Gabon part d'Air Afrique, le président fait appel aux Gabonais qui s'y trouvaient pour la nouvelle compagnie Air Gabon. Je fais partie de ces personnes-là qui arrivaient d'Air Afrique. Pendant 32 ans, j'ai passé tout mon temps à encadrer le personnel d'Air Gabon par la formation. Non seulement au bout de 10 ans, on m'a donné une médaille de bronze avec une enveloppe de 10 000 francs CFA. La deuxième médaille, la médaille d'argent, rien du tout, on m'a tendu une médaille d'argent. La troisième médaille n'est jamais parvenue. Que dois-je dire à mes enfants concernant l'amour pour le Gabon? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux leur dire quelque chose? Mais qu'est-ce que je vais leur dire? Nous avons été poursuivis au niveau de ces cadeaux de l'aéroport par des gendarmes. Qu'avions-nous fait pour le mériter? Pourquoi? 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 Le vert, jaune, bleu, je l'ai servi avec passion, avec mon cœur. Si j'ai réussi à former des gens, il y a des témoignages. Ça fait mal. Beaucoup de nos collègues sont partis, morts. Les familles sont abandonnées. L'État nous doit. Si nous sommes encore là, l'État nous doit. Ce n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas. Nous avons besoin de notre dignité de vivre décemment comme les autres. Nous en avons besoin. J'ai servi Air Gabon avec joie, avec force, avec courage, avec l'amour du travail, jusqu'à la date de 31 mars 2006. La fermeture d'Air Gabon pour nous était comme un ciel qui était tombé sur nos têtes. On ne s'attendait pas. Et on n'a pas fermé la compagnie parce que nous étions des voleurs ou bien nous étions des incapables au travail. Mais nous ne connaissions pas jusqu'à aujourd'hui pourquoi Air Gabon a été fermé. Quand quelqu'un travaille dans un champ, il désherbe, il abat, il plante, c'est pour récolter l'effort de ses mains. Nous avons travaillé, on a fermé. Nous n'avons pas voulu quitter le banc d'Air Gabon parce qu'on ne voulait pas, mais on était obligés. Mais quand on ferme une société, ceux qui partent avec les services rendus. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de bouder. L'être humain est l'alpha et l'oméga de tout. Et l'employé est au cœur de la vie d'une entreprise parce que c'est l'employé au quotidien qui fait qu'une entreprise prospère. L'ensemble des agents qui ont travaillé à Air Gabon, tous autant qu'ils sont, ceux qui nous ont précédés ou ceux qui sont encore vivants, ont contribué au rayonnement de la compagnie nationale Air Gabon, dont la réputation a traversé les frontières. Je pense, et je le dis avec la conviction la plus intime, que l'injustice dont nous avons été cruellement victimes, parce que notre sort a été sacrifié sur l'autel des intérêts particuliers. À l'heure où je suis en train de prendre la parole, nous avons certains collègues qui sont à la morgue, d'autres sont dans des hôpitaux.
où la prise en charge est même particulièrement difficile. On va évoquer Fly Air Gabon. Je vous en prie. Les avions sont-ils à Libreville? Bon, il faut dire que les avions ne sont pas encore en réalité à Libreville. Les avions sont à Toulouse et je crois qu'une photo a dû fuiter depuis Toulouse et a été publiée. Les avions sont à Toulouse et ils sont à ATR, à la maison mère ATR. Ils ne sont pas dans un entrepôt ou dans un atelier quelconque, mais ils sont à la maison mère ATR. Mais que pensez-vous de ce que l'on peut considérer comme repoussoir les avions ATR en 2024? La toile s'enflamme. Les Gabonais estiment que c'est des anciens modèles, c'est des anciens types d'avions. Ils auraient voulu des avions à réacteurs. Ah d'accord. Bon, quand on fait une compagnie aérienne, on se fixe des objectifs. Il y a le court, le moyen, le long terme. Et il faut dire qu'il y a un besoin qui est national. Donc, on a un type d'aéroport national. Et après, on va parler d'un besoin sous-régional. Et cela va correspondre à un type d'aéronef. Et après, on va parler de l'international. Donc, du plus loin. C'est-à-dire qu'on acquiert des aéronefs selon ce qu'on veut faire, quand on veut le faire, où est-ce qu'on veut aller. Donc, pour l'instant, on commence avec les ATR tout simplement parce qu'ils sont adaptés aux vols sous-régionaux. Et pour ainsi dire, les ATR, on les a au Gabon depuis bientôt 20 ans, mais ça n'a jamais autant défrayé la chronique. Je pense que c'est un simple fait de société parce que quelqu'un a voulu dire que c'est pas l'avion qui convenait, mais très sincèrement, je vois pas ce qu'on peut reprocher à cette compagnie parce que le Canada ou l'Italie ou encore la France et même les États-Unis, Même au Sénégal à côté. même au Sénégal à côté, sinon ils n'achèteraient plus les ATR. Donc je pense que il faut comprendre que nous vivons une période assez particulière. Tout le monde veut se défouler, chacun veut parler. Donc, je le comprends très bien, mais techniquement parlant, je ne vois pas ce qu'on peut reprocher à ces aéronefs. Voilà. Combien avez-vous acheté? On a acquis deux ATR. Et les deux, il y a un qui est totalement neuf, comme on dit vulgairement, sous plastique. C'est encore dans les sachets. Et l'autre a 5 ans de durée de vie. Et je crois que 5 ans dans l'aéronautique, c'est un aéronef qui est tout à fait neuf. Mais seulement, ATR, pour sa renommée, se voit obligé de changer certaines pièces qui sont importantes, comme les trains d'atterrissage et autres appareils qu'il faille changer totalement avant que de les redéployer dans un autre pays. L'avion neuf, il est là, il est tout neuf, mais après, il y a des processus. Il faut changer les assurances. Il y a beaucoup de choses à faire quand on monte une compagnie aérienne et ça se fait selon un processus. Vous n'avez pas pensé à tout cela avant? Les assurances? Non. Il faut dire qu'il faut changer les titres de propriété. Donc, il faut... Pour ce qui est d'occasion. Pour celui qui est d'occasion, il faut les titres de propriété. Après, il faut même réviser. Si un avion est resté un certain temps sans voler, alors la compagnie, la maison ATR se sent obligée de refaire les tests avant de les valider et pour nous donner un certificat de navigabilité. Et maintenant, le pays le reprend et l'enregistre dans nos registres à nous. Et ainsi, maintenant, on peut voler avec. Donc, c'est tout un processus. Quelle sera la date effective du démarrage de Fly Gabon? La date effective de démarrage de Fly Gabon, doit coïncider avec la livraison définitive des aéronefs. Et pour l'heure, la date qui nous est indiquée par ATR, c'est le 24 mai. Normalement, le 24 mai, les avions devaient être livrés au niveau du Gabon. On commencerait par où? Vous avez déjà le personnel, les pilotes, les PNC, les agences. On commencerait par où? D'accord. Il faut comprendre qu'on a fait une fusion avec Afrijet. C'est-à-dire que Afrijet, Fly Gabon vont désormais coopérer. Donc, c'est même plus qu'un co-sharing. Ils vont coopérer. Ça veut dire que tout ce qui se fait déjà par Afrijet seul va être maintenant fait par Fly Gabon. Avec le même coût des billets? Non. Lorsqu'on va, par exemple, dans le Haut-Togo à Franceville, on tourne autour de 400-500 000 du tout pour un aller-retour? Non, du tout que non. Vous allez casser les prix des billets est déjà en train d'être cassé. Il faut comprendre qu'il y a une problématique qui est là qu'on ne comprend pas toujours. Mais en fait, c'est bien parfois de s'exprimer. C'est pourquoi je loue le fait que vous soyez venus pour qu'on discute un peu. Le prix du billet est tributaire déjà d'une subvention. On subventionne l'achat du carburant. Comment il se retrouve à 500 pour un aller-retour, pour un petit week-end? Je veux dire que le prix du billet d'avion est tributaire du prix du carburant. Et comme si le carburant est subventionné, donc il devrait baisser. Non, s'il est subventionné, il devrait baisser. Oui. Mais alors, à l'heure actuelle,
il n'est pas subventionné. Ça veut dire que pour que nous, on baisse le prix du billet, il faudrait que le carburant soit subventionné. C'est-à-dire on va partir du prix de 1000 francs environ le litre de jet à 1 pour le ramener à environ 500 à 400 francs CFA. Donc ça, c'est un impact considérable. Il y a encore une autre donne qui est là, ce qu'on appelle la R4, donc une redevance voyageur qui a été mise en place pour la construction de l'aéroport de Libreville, mais le chef de l'État, le Jean Ligui, m'a déjà demandé que cette redevance puisse quitter dans ce contexte pour qu'elle puisse s'adosser sur un autre moteur. Donc certainement, elle va être inscrite dans la loi de finances, ce qui fait qu'on va totalement libérer le prix du billet. Mais vous comprenez, on vient d'une situation et on va vers une autre, donc il y a certains mécanismes. On va le libérer pour le baisser ou pour l'augmenter? Pour baisser automatiquement. Le prix du billet devait revenir à ce que nous connaissions avant qu'il y ait eu ce petit marasme de gouvernance que nous avons connu. Il faut comprendre qu'il y a des process. En fait, on peut mettre en place un mécanisme aujourd'hui en janvier, mais il ne va pas forcément, la mécanique ne prend pas forcément en janvier, parce qu'il y a des instances. Il faut que ça arrive à l'OACI, il faut que ça arrive à l'IATA. Il y a des délais de réactivité, parfois qui peuvent prendre 3 mois. Je prends très simplement, dans une mercuriale, vous allez dire à quelqu'un de baisser le prix dès janvier, ben, il a un stock sur lequel ont été appliquées certaines taxes prévalentes. Donc voilà, il faut d'abord évacuer certains stocks. Donc c'est exactement la même chose. Donc aujourd'hui encore, le chef d'État m'a enjoint en me disant qu'il faut absolument que le prix du carburant soit revu pour que Fly Gabon soit une compagnie viable. Donc c'est dans ce contexte-là, il y a le carburant et puis certaines taxes aéroportuaires qu'on doit baisser pour que le prix du billet d'avion revienne à la normale. Pour assurer les Gabonais, au-delà des ATR, quel sera le contenu de toute la flotte? De toute la flotte. Bon, c'est évident que pour ceux qui veulent aller à Paris, on ne va pas s'amuser à faire un vol affrété commercial. Sinon, on fera des jours. Avec ATR. Voilà. On va faire 10 heures de trajet. C'est quand même pas du tout reluisant. Non. Il y a à terme. Qu'est-ce qu'on fait? On fait l'acquisition. Il y a des moyens qui sont acquis. Quand même, les régionaux et les nationaux, on pense qu'il est de bonne loi de les acquérir. Mais maintenant, il y a certaines distances. Par exemple, si on va aller à Dubaï, si on va aller en Europe, là, on fait du leasing. Donc, il est prévu qu'on prenne à terme aussi des avions de type peut-être Airbus ou même Boeing en leasing, mais qui ne sont pas en mode d'acquisition. Et ceux-là aussi, je peux vous garantir qu'il y a des pistes qui sont déjà là et tout devait être au mieux quand on aborde le mois de juin. On devait déjà avoir également des aéronefs qui sont prévus en leasing venir rejoindre la flotte. Vous ne m'avez pas répondu pour ce qui est du personnel. Le personnel, oui. Comme je vous disais, de fil en aiguille, si on dit que on est adossé sur Afidjet. Le personnel Afidjet va commencer à couvrir. Après, c'est vrai, il y a des décès qui vont s'ajouter. Bangui va s'ajouter parce qu'on a signé un accord récemment. Le Cameroun, Afidjet, il va déjà. Donc, il va falloir agrandir l'agence qui est là-bas. Après, il faut rouvrir des zones comme Tchibanga et Mouila. Parce que j'ai déjà l'injonction du chef d'État de commencer à travailler ces aéroports et de les mettre rapidement au nord. Donc, c'est sûr qu'on va embaucher, mais comprenez que ça va se faire crescendo. À quel moment atteindrez-vous la vitesse de croisière? Difficile de dire qu'une compagnie aérienne naissante atteint le niveau d'Air Gabon avant sa fermeture. Bon, je pense qu'il faut attendre encore au moins une année parce qu'il faudrait qu'on voie tous les mécanismes. Il faudrait créer des nouvelles lignes. Toutes les lignes ne vont pas forcément rapporter ou fonctionner de la même manière. Donc, dire qu'on va atteindre une vitesse de croisière maintenant un maximum en très peu de temps. Déjà, ça tient de l'irréel. Ça tient l'irréel de venir un 30 août où la situation change, on change un gouvernement, on enjoint au ministre de remettre en place une compagnie aérienne. Normalement, une compagnie aérienne qui se met de manière plus ou moins, je vais dire, naturelle, ça prend 1 à 2 années. Mais nous, ce qu'on fait, on le fait là en moins d'une année, ça tient quand même de l'exploit. Monsieur le ministre, vous parlez du 30 août. Après le 30 août, vous avez décidé de la réhabilitation des aérodromes et des aéroports. En termes de pourcentage, où en êtes-vous? Aujourd'hui, vous avez vu qu'on arrive maintenant à poser à Oyem. On pose naturellement à Libreville. À Port-Gentil, on pose. Il y a quelques problèmes à régler au niveau de l'aérogare. On pose à Franceville. Makoukou est en travaux et devait être livré, on va dire, dans 4 mois environ, parce qu'il y a quand même de grosses œuvres. J'étais dernièrement à Mouila et Tchibanga, parce que le chef d'État voulait absolument que ces aéroports aussi renaissent au vu de la distance. Il m'a même demandé au dernier conseil des ministres d'aller jusqu'à Mayumba. Donc, c'est pour dire que tout le contexte, tout l'horizon
de l'aviation au Gabon est pris en compte. Il n'y a aucune ville, aucune promesse de délaisser pour le moment. Mais il faut comprendre, il faut le comprendre. Nous sortons quand même il y a quand même un maras financier qui est là. Même si on fait des efforts pour résorber, il y a un maras. Et je vous assure que refaire un aéroport, ça coûte de l'argent. Rien que quelques arrangements, quelques réparations au niveau de Port-Gentil, j'ai besoin de 2 milliards. C'est pas du tout évident, mais je vous assure que depuis que je regarde, c'est coûteux un aéroport, c'est coûteux retaper. Vous voyez un peu ces étendues, il faut obligatoirement, pour être aux normes internationales, il faut mettre des barrières partout. Et quand je vais regarder, quand je fais un peu de devis, ça coûte pas moins de 600 à 700 millions une barrière. Et les équipements de sûreté et de sécurité, mais on n'y est pas. Mais les équipements de positionnement d'avion, je vous assure que ça coûte de l'argent. Il y a des équipements qui vont jusqu'à 1 milliard 500 millions pour un seul aéronef. Et s'il faut multiplier par 9, vous pouvez faire le calcul. Et tout cela, on essaie de faire avec les moyens qu'il y a là. Et comprenons qu'il y a la balance à faire. Il n'y a pas que l'aviation. Il y a d'autres départements nationaux qu'il faille aussi mettre au goût du jour. Donc, il faut que les Gabonais comprennent que ce n'est pas évident et on fait des efforts avec les budgets qu'on a et les budgets qu'on a pour y arriver. Merci, monsieur le ministre. Vous parlez tellement de marasme. Le marasme, c'est aussi ces anciens agents d'Air Gabon qui aujourd'hui ne savent plus à quel sens se vouer, qui n'ont pas eu de mesures d'accompagnement. D'accord. Vous êtes au courant? Bien sûr, que nous avons plusieurs fois traité. Non, j'ai reçu des lettres déjà, qui sont déjà arrivées ici, mais comprenez encore que quand nous sommes arrivés, on est arrivé en septembre, donc c'est avec les nouveaux budgets maintenant qu'on va essayer de résoudre tout cela. Et vous voyez très bien que beaucoup de sujets en pan comme cela ont été plutôt mis au niveau de la dette. Donc, croyez-moi, il n'y a pas que Air Gabon. Je peux vous dire, il y a la C2N2I. C'était la compagnie nationale. Oui, d'accord. Ça dit que c'est un ensemble. Il n'y a pas que Air Gabon. Il y a beaucoup d'autres pans comme ça où ce que je peux dire, c'est qu'ils sont pris en compte. Ils ne sont pas oubliés. Leurs donations ont été prises en compte, mais c'est maintenant de voir comment est-ce que le budget s'exécute pour voir comment on peut satisfaire au mieux tout le monde. Monsieur le ministre, merci. Les Gabonais vous regardent, peut-être un dernier mot. Écoutez, ce que je peux dire, on voit la toile s'enflammer sur Fly Gabon, sur les ATR. Moi, je pense que certains compatriotes sont simplement alarmistes. Comme je disais tantôt, si quelqu'un dit qu'il n'aime pas la Terre, il va préférer Boeing. Mais aujourd'hui, vous voyez un peu ce qu'on dit de Boeing. Tout le monde saute. Maintenant, on va à Airbus. On ne sait pas ce que sera demain. Non, je pense qu'il y a lieu de calmer tout le monde et de comprendre que les choix qui ont été faits n'ont pas été faits que par des profanes ou des prosélytes de l'aviation, passez-moi l'expression. Le choix qui a été fait aussi par des experts qui ont coutume de monter des compagnies aériennes, qui ont l'expertise, et on s'est tourné vers beaucoup d'expertise pour arriver à cela. Et en plus, comprenez que Affiliate, avec qui on fait alliance, dispose déjà d'ATR. Donc c'est une flotte d'ATR qui est composite et qu'on peut facilement entretenir. Donc je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas péril en la demeure. Il faut simplement se calmer. Et je pense que pour moi, l'horizon est prometteur. Merci, monsieur le ministre. Merci, moi qui vous remercie. Dieudonné Gabin, le ministre a été clair. Présent d'abord, je suis M. Assomza Narcisse Urbain, président du collectif des habitants d'Akonotan depuis sa création en 2016. Notre association est à but non lucratif, apolitique bien sûr. Cette association est née d'un constat que notre quartier était dépourvu de développement. La route dans un état de dégradation très avancé. Alors, à cela, j'ai pu réunir les voisins, les riverains, en leur faisant comprendre qu'on ne peut pas tout attendre de l'État et que nous devons nous-mêmes mettre en place des moyens pour pouvoir aménager notre quartier. Et c'est de là que tout est parti, tout est né de ça. Alors, nous nous sommes mis à travailler, à bâtir nos routes et à faire des cotisations pour que nous puissions développer nos quartiers. Alors, cet élan vient prendre un coup en 2019 lorsque un jour, un matin, on arrive, on réalise que nous avons des pancartes dans nos parcelles. Olam, qui est notre voisin le plus proche, le plus immédiat, est venu dans nos parcelles à traverser les limites qui sont les leurs pour venir jusqu'à dans nos parcelles, planter les pancartes, ça, et en disant, désormais, nous sommes dans le cycle foncier et que nous devons partir. Alors, cette bagarre silencieuse, nous la menons depuis 2019, comme je vous le disais, avant l'arrivée de CTRI. C'est une bataille que nous faisions déjà avec des courriers que nous envoyions à Olam. Olam répond en nous faisant comprendre qu'ils vont d'abord s'asseoir avec des parties prenantes
Bon, nous nous sommes posé la question de savoir, on s'assoit avec des parties prenantes. Est-ce que nous, les populations, nous ne faisons pas partie de ces parties prenantes pour que lorsqu'on doit s'asseoir sur une table, nous, par exemple, nous puissions également être conviés à ces assises pour que nous puissions également avoir notre mot à dire, parce qu'il s'agit avant tout de nos terres, il s'agit avant tout de nos investissements. Mais on a peut-être tout en apartheid. Puis, je dirais peut-être 3 ans après, Olam réapparaît. Non seulement ils ont demandé d'arrêter tous les travaux, Olam réapparaît peut-être 3 ans plus tard avec des nouveaux panneaux qui ont demandé, là il faut vraiment partir. Alors, nous avons crié un ouf de soulagement lorsque le CTR est arrivé au pouvoir, nous avons dit enfin nous sommes sauvés parce que les mauvaises choses qui se sont passées, les mauvaises habitudes qui sont installées depuis plusieurs années vont enfin prendre fin. Moi qui suis président, j'ai envoyé un message fort sur le groupe en disant nous sommes sauvés parce que les éléments du CTRI vont nous apporter leur soutien. Mais nous sommes un peu surpris aujourd'hui de réaliser que Olam est plus fort que par le passé. Les choses qu'Olam ne fait pas par le passé, Olam le fait aujourd'hui. Les menaces sont de plus en plus grandissantes. Alors, nous ne savons plus à quel sein nous vouer. C'est pourquoi nous avons fait appel à vous, M. Koumba et Gabon Télévision, afin de pouvoir certainement apporter notre voix plus haut. Parce que certainement, on se dit, le président, le chef de l'État n'est pas au courant de ce qui se passe ici par terre. Mais grâce à vous, grâce à ce canal, certainement, ils pourront entendre et peut-être entendre le cri de ces Gabonais, de ces nombreux Gabonais qui sont sur le point d'être mis à la rue dans leur propre pays. Je m'appelle Mbeda Jean Didas. Bon, je suis dans la contrée ici depuis 1993. Je suis rentré ici, il y avait ni plantation, ni route, rien du tout. Il y a zéro. Nous venions, on s'échangeait chez le défunt Diabala. C'est là où on s'échangeait. On partait en forêt. J'ai commencé à m'attirer les singes à la forêt classée là. Mais, quand le Premier ministre, l'ancien, quand il est passé Premier ministre, il a réouvert la route. La route là existait. Mais comment elle existait? Quand on partait ici, je payais les gens 100 francs pour débrousser jusque au bras de mer là-bas. 100 francs tous les dimanches. Mais quand le Premier ministre est passé, il a réouvert la route. Et quand il a réouvert la route, c'est là où tout le monde a profité d'avoir une plantation. Mais je suis rentré ici, il y avait 0 maison, 0 plantation, 0 hutte. C'est moi qui ai eu la première hutte, là où je suis là-bas. Même pendant les réunions avec Paul Yogué, il me disait, mon ami, tu ne seras plus seul. Mais quand on arrive, il nous a recensés en 2008. Toutes nos plantations. Mais ils n'avaient pas payé parce qu'ils n'avaient pas touché nos plantations. Ils ont payé ceux qui sont à Issassa, là où l'homme a construit là. Ceux-là, ils ont eu l'argent. Mais moi, par exemple, avec ma famille, on ne les a pas payés. Mais je suis resté là. Je disais, je reste là. Olam va me trouver. Olam, c'est un homme. Je suis un homme, mais il va me trouver là. Donc, pour totaliser, j'ai 30 ans de la forêt. Ça nous a gagné de nous chasser. C'est le Gabon, ces Gabonais qui vivent ici, ils n'ont plus notre terre. Olam nous a trouvés, Olam ne peut pas enlever la population. Nous sommes plus de 5 millions d'habitants ici. Si nous prenons le rail, jusqu'à de Bakader, de Paul Mogeba, c'est plus de 5 millions d'âmes. Donc, Olam ne peut pas nous bouger. Je crois, Issassa, Olam a bougé Issassa là. Hein? Mais les gens, j'étais en réunion avec le maire de Issassa, 2e arrondissement, ils ont dit on ne peut pas bouger là. Mais nous sommes là, on ne peut pas, l'âme ne peut pas nous enlever. Nous avons des enfants, nous avons des petits-fils. On ne peut pas bouger la population d'ici. Je demande au nouveau président de nous aider. Et nous, c'est quoi? C'est nous faire la route. Nous faire la route, l'eau et le courant. Mais le président de notre association a commencé à faire quelque chose. Mais nous voulons qu'il vienne en renfort, pas nous chasser. Pas nous chasser. Nous avons besoin de petits-fils. Ça, on a compris. Voilà. Donc, c'est le président, le nouveau président, avec le nouveau gouvernement, et le ministre du Travail public. S'il a le temps, il peut faire un tour ici. C'est ce que j'ai à dire. Pour nous faire la route. On ne peut plus sortir d'ici. On a les enfants, on a des petits-fils. Que le président de la République, le nouveau président, je ne peux pas le citer, mais je m'arrête par là. Cette forêt classée est depuis longtemps, depuis le temps colonial. À l'époque, il y avait le service forestier qu'on appelle aujourd'hui le vieux forêt. Le service forestier était de ce côté-là. Bon, de ce côté-là, il y avait un vieux qui habitait là, le vieux Bibabingom. Bibabingom, de ce côté-là, de ce côté, la famille Adjanou de Chumeur, Yandi.
à Contan, un peu plus devant là-bas, à Contan, une famille feu Kabassa François et Ondon Sima, Mitobe Kane et le reste. Ils étaient, ça à Contan, là où l'âme a grimpé là-bas. Un peu plus devant, c'était à Bikondom. Bikondom qui appartenait à une forêt de Bikele, les gens de Bikele, en particulier le clan Koumessem. À Contan appartenait au clan Efak. De ce côté-là, à Djaïdo, le clan Miemé, la famille Schumer, qui ont eu le titre foncier depuis 1958. Ces personnes qui ont eu le titre foncier depuis 1958, ces gens étaient nos voisins. Donc en 2010, quand Olam arrive, Olam vient contacter la population de Sassa, du Soubinam, à travers les chefs du quartier. Les chefs du quartier nous convoquent, on se retrouve chez le chef Morifal, le premier rendez-vous. Le premier rendez-vous était chez le chef de recouvrement, M. Banézé. On s'est retrouvé là-bas. C'était pour parler de quoi? Bon, c'était pour parler là où l'âme doit prendre le projet de l'âme. Donc nous sommes arrivés, après, vous m'excusez, en arrivant là-bas, on a présenté d'abord ces documents-là à la dame qui était là-bas, dans la zone d'à côté, limitrophe avec la famille Adjaïno. Il y a un monsieur qui était mon père, un ancien moniteur, qui a loti sa parcelle avec le plan de délimitation, le plan de masse. Quelques temps après, le directeur provincial de l'urbanisme est passé le week-end venu me trouver. Il m'a dit non, c'est un grand frère, il est d'accord à l'époque. Il est venu me trouver, il a dit bon, mon grand frère, bon, allons me montrer là où se trouve la limite avec Adjaïno et Schumer. Avant tout ça, M. Adjaïno avait fait une barrière. Quand j'ai posé la question à M. Adjaïno, il m'a dit tonton Adjaïno, pourquoi cette barrière? Il m'a dit, ah mon fils, quand ces gens sont venus, j'ai fait ça pour vous et vos enfants. Nous sommes venus, il y a un ruisseau qui quitte l'ancienne route. Chez vous, c'est où ici? Là? Chez nous, c'est l'autre côté là-bas, là où on a pris. La limite avec Olam, la limite avec Olam, quand j'ai amené le ciel, oui, et nous irons voir tout à l'heure là, la limite avec le directeur provincial de l'urbanisme, on avait, il nous avait montré que bon, je lui ai montré, je lui ai dit, voici la limite avec M. Adjaïno. C'est là qu'il a pris le repère. À ma très grande surprise, au lieu de s'arrêter là, ils ont tout déblayé. Par ici, la limite de l'âme, quand le directeur provincial est venu, la barrière de M. Adjaïno était là, nous sommes arrêtés là. Voici cette rivière-là, qui descend, qui passe derrière le centre de formation et se jette à la mer. C'était la limite avec Olam. Et quand Olam est venu, Olam a déblayé tout ça. Une fois qu'Olam a déblayé, quand ils ont commencé à faire l'école, le centre de formation, nous sommes allés voir l'ancien premier ministre. Mais comme Olam, il a dit non, Olam s'arrête au centre de formation. Olam ne bouge plus. Et j'ai présenté mon plan de masse de plan de situation. Il a payé, mais Olam ne vous a pas payé. Il dit non, non. Olam ne nous a pas payé. Il a dit Olam s'arrête net au centre de formation. Je remercie Gabon Télévision de se soit déplacé jusqu'à nous. Nous avons fait le tour de tout à Conotan. Nous avons vu les réalités de notre terrain, de notre quartier. Et que nous savons que par cette voie, par ce canal, les plus hautes autorités auront certainement un regard très attentif sur nos difficultés. Et nous avons beaucoup lapidé Olam. C'est une très bonne chose. Mais j'ai envie de dire, Olam n'est pas le seul coupable de ce qui nous arrive dans ce pays. Je n'ai pas envie de parler que de nous, ici à Conotan. Les réalités du Gabon, de toutes les populations. J'ai envie de viser par là la NUTTC. La NUTTC, nous ne sommes pas des topographes, nous les populations. Pour venir faire on appelle comment, le plan de masse de situation, nous partons de la NUTTC, prendre les topographes chez eux, qui viennent sur nos terrains, qui viennent faire des tracés, etc., etc. Puis nous repartons de la NUTTC où on nous fait payer une somme de 50 000 francs CFA. Non remboursable, bien sûr. Puis, quelques temps après, on nous fait comprendre, non, le terrain où nous sommes venus faire des tracés, ainsi de suite, et bornages, ce terrain est occupé. Ah bien, on se demande, se pose la question de savoir
La multinationale n'ont-ils pas des ordinateurs pour savoir au préalable que ce terrain est pris lorsque nous, Gabonais, venons solliciter leur service? Est-ce que c'est une grosse arnaque juste pour arnaquer les Gabonais? Parce que derrière, il y a 50 000 francs CFA que nous dépensons qui partent gratuitement. Et que lorsqu'on réalise que ce terrain n'est pas occupé, ce n'est pas remboursable. Alors ça devient un peu trop facile. En même temps, j'ai envie de lancer l'appel au cadastre et tout le reste. N'avez-vous pas prévu un espace quelque part dans le Gabon, je veux dire Libreville, pour les Gabonais? Parce que de ce que je sache, presque toute la partie, toutes les terres ici, c'est domaine d'utilité publique. Où est la partie de la population? Nous ne partons pas si loin de Libreville. Pouvez nous intéresser dans des forêts par plaisir. C'est parce que le loyer devient très coûteux pour les Gabonais. C'est que celui qui ne loue pas, qui ne connaît pas que le mois de 30 jours est très court. Vous venez à peine de payer le loyer, vous êtes surpris, le propriétaire cogne à votre porte encore pour vous dire, mon loyer, vous vous demandez, mais 30 jours, c'est écoulé comme une seule journée. Mais celui qui ne loue pas ne peut pas connaître cela. Moi, je le sais, je le connais parce que je suis en location, bien que j'ai une maison quelque part dans la forêt. Alors, c'est cet appel que nous lançons aujourd'hui aux autorités compétentes. Les Gabonais sont fatigués de louer. Nous ne demandons pas de venir nous bâtir des maisons. Tout ce que nous demandons, c'est que Olam nous laisse tranquilles. Que les Gabonais qui sont cachés derrière Olam, parce que j'ai pour habitude de le dire, un étranger ne peut arriver chez nous le faire du mal s'il n'y a pas un Gabonais derrière. Par le passé, c'était la présidence des anciens qui sont partis. Aujourd'hui, on se demande pourquoi Olam continue à être fort si les anciens sont tombés. Nous nous sommes dit, avec les nouveaux, la force de l'homme va diminuer, mais elle ne fait que grandir. S'il vous plaît, venez-nous en aide. C'est pas tant il y aura des AVC parmi nous qu'on va se lever pour venir dire on vient visiter les sinistrés. C'est maintenant qu'il faut intervenir. C'est maintenant qu'il faut agir pour ce peuple gabonais qui vous aime et qui vous soutient. Nous avons été recrutés dans cette société en 2020. Et à cette période, nous savons très bien que nous étions en Covid. Et lorsque nous avons été recrutés, c'était pour cette période bien spécifiée. Et lors de cette période, nous avons subi tellement d'injustices par notre ancien employeur Transurb. Des agressions physiques, des agressions, nous avons eu des collègues qui se sont fait poignarder, il y a des collègues qui ont été violés, il y a des collègues, je vous assure que ça n'a pas été facile. Mais nous avons quand même interpellé l'employeur face à cela, face à toutes ces injustices-là. Mais l'employeur n'a jamais répondu, n'a jamais réagi face à cela. Ensuite de cela, nous avons également subi, il y a eu un accident de travail lorsque nous venions au niveau de la base Transurb au Vando. Et suite à cet accident, l'agent en question que je suis a eu mal au pied, a eu des lésions, également rupture de ligaments. Vous aurez, il y a des papiers également qui prouvent tous ces dires. Je vous assure que l'employeur, face à cela, a été vraiment indifférent. L'employeur a été tellement méchant, je peux le dire comme ça, parce qu'en tant qu'humain, nous savons très bien qu'une situation comme celle-ci, nous ne la commandons pas. Nous sortons le matin de chez nous et nous ne savons pas ce qui va se passer ensuite. Mais nous nous retrouvons dans cette situation et l'employeur décide de nous licencier. En date de 28 avril 2022, nous avons adressé un courrier au directeur administratif qui, malheureusement, ce courrier, il l'a balayé du revers de la main, sans pourtant ne pas prendre connaissance, il me semble bien, prendre connaissance de quoi il s'agissait. Alors que dans ce courrier daté du 28 avril 2022, il s'agissait de la diminution du salaire, du mauvais traitement que nous avons subi et des insubordinations subies au sein de la société qui nous a amenés en date de 18 octobre à manifester un mouvement d'humeur. En nous prenant dans nos domiciles à partir de 3 h du matin pour arriver à la base ville à 4h30 et 5h puis le bus devait être dehors pour pouvoir commencer le travail. Et pour rentrer chez nous à 24h voire 1h du matin. Et sur ça, vous êtes sans ignorer, ou les médecins qui font la médecine sont sans ignorer que le surménage tue. Et nous avons subi cette période-là pendant 17 mois. Et pendant ces 17 mois, il nous a été dit qu'on devait avoir la prime qui devait nous motiver au thème de cette mission qui nous a été confiée. Mais malheureusement, nous n'avons jamais perçu ces primes pendant la période de 17 mois. Et pendant cette période,
il nous a été imposé certaines choses qu'un être humain ne peut pas demander à son frère de pouvoir le faire. Notamment de quitter son lit à 3 h du matin pour aller travailler et rentrer chez toi à 24 h. Et on a fait ça pendant 17 mois. Et suite à ça, on a eu des collègues qui sont morts. On a des sœurs qui ont été violées. On a des sœurs qui ont été poignardées. On a des personnes qui ont perdu leurs biens à cause de ces périodes que nous travaillons. Nous implorons la clémence des autorités face à cette situation. Nous avons vraiment besoin de votre aide. Réagissez parce que nous sommes également des Gabonais. Et comme vous l'avez si bien dit, que vous êtes là pour redonner la dignité aux Gabonais, alors essayez de regarder cette situation avec un cœur d'amour et de compassion envers ces personnes. Depuis que ces problèmes sont posés par ces anciens collaborateurs et depuis que j'ai effectivement pris les fonctions, je n'ai malheureusement pas été saisi par qui que ce soit en vue de regarder de près ou de loin ce dont ils se plaignent. Mais si je reviens à ce que j'ai écouté tout à l'heure, c'est vrai qu'à la fin, la jeune dame demande la clémence des autorités, mais c'est quand même aussi important de relater un peu les faits, parce qu'on a entendu beaucoup de choses. On a entendu que ces jeunes étaient violés, ces jeunes étaient braqués, ces jeunes étaient maltraités. C'est important d'abord de rappeler à tout le monde que Transsub a démarré ses activités en 2020, le 11 avril 2020. Et le 11 avril 2020, nous étions en pleine période Covid-19, c'est-à-dire qu'il y avait la crise sanitaire, la pandémie du Covid-19. Et en 2020, nous avons été réquisitionnés par le gouvernement sur les autres instructions du chef de l'État déchu pour transporter gratuitement les Gabonais. Les gens étaient confinés. Seuls quelques services avaient l'obligation de travailler. Et parmi ces services, il y avait la société Transsub. Donc on se retrouve là dans une situation de cas d'urgence, parce qu'on avait l'obligation de travailler. Transsub avait été convoqué un samedi pour faire le tour de Libreville. Et le lundi, la direction générale sortante avait reçu des instructions pour démarrer les activités. Les bus d'ailleurs qui étaient mis à disposition étaient parqués depuis 3 ans. Ces bus n'avaient pas été révisés. Les chauffeurs n'étaient pas disponibles. Il n'y avait pratiquement aucun personnel. Mais pourtant, le lundi matin, il fallait démarrer les activités. C'est ainsi que de samedi à ce lundi, il a fallu recruter en urgence un certain nombre de personnels, notamment les chauffeurs, les maintenanciers et quelques opérateurs qui devaient servir pour le gel et puis le contrôle des masques dans les bus. Vous savez, c'est toujours bien de condamner après lorsque les choses essaient d'aller mieux. Mais c'est toujours important aussi de regarder comment on en est arrivé là. Je ne sais pas si dans un week-end, c'est-à-dire de samedi à lundi matin, on peut faire passer des annonces, on peut faire des recrutements normaux, on peut passer des contrats de travail normaux alors même que les gens sont confinés. Il n'y a aucun personnel. Transsub, à cette époque-là, c'était juste le directeur général sortant, c'était l'agent comptable et c'était le directeur financier. C'est dans ces conditions que la société a dû démarrer les activités. Les bus devaient être parqués quelque part. Et ce quelque part, c'était la base actuelle qui est au Vendo, qui est une base qui est en location. Cette base n'était pas aménagée. C'est une base à ciel ouvert. Il n'y avait rien dessus. Ça, c'est dans les conditions de démarrage. Donc, il va de soi que lorsque nous situons ce que j'appelle en état d'urgence, parce que le Gabon était en état d'urgence sanitaire, tout ce qui va se faire dans le cadre d'état d'urgence, que ce soit des actes administratifs, que ce soit des actes économiques ou financiers ou des actes sociaux, c'est fait dans un contexte d'état d'urgence. Je vois mal l'ancien directeur général en train de s'asseoir un dimanche le soir et lui-même en train de faire des entretiens, en train de vérifier les permis, en train de vérifier les dossiers du personnel ou des gens qui sont venus. C'est ainsi donc que la société, dans les urgences, avait décidé d'établir
des contrats de prestation avec les agents, avec les personnels qui se plaignent aujourd'hui. C'était des contrats de prestation, c'est-à-dire que vous arrivez, vous travaillez une journée, vous travaillez 2 journées, et on vous paye la journée ou bien on vous paye le mois. C'était en attendant que la société se mette en place, en attendant que la société mette les outils de fonctionnement normal, que la société mette en place, recrute le personnel qui allait après procéder aux régularisations des dossiers des uns et des autres. Et monsieur Koumba, c'est ce qui a été fait par la suite. Alors, on nous reproche des cas de braquage, mais pour transporter les Gabonais à partir de 6h30 et sachant qu'ils commencent le travail à 7h30, les employés de Transsub devaient normalement partir de leur maison autour de 5h, voire 4h du matin. Oui, il y a eu des braquages, quelques cas. Il y a eu également quelques cas, notamment un cas de viol qu'on a enregistré. Mais par exemple, pour ce cas de viol, la société a soutenu la personne en question. Nous n'avons jamais abandonné qui que ce soit dans les difficultés. Mais en même temps, nous ne pouvons pas être responsables du braquage. En dehors de nos agents, nos anciens collaborateurs, il y a d'autres Gabonais qui sont braqués. Et je pense que cette question quand même relève de ce qu'on appelle la sécurité publique. On ne va pas nous tenir responsables quand quelqu'un sort de sa maison un matin et entre sa maison et le bord de la route, il se fait braquer à ce niveau. Bon, monsieur le journaliste, je ne sais pas si le Transsub devrait être partout, c'est-à-dire que dans tous les quartiers à 5h du matin pour regarder cela. Ça, on comprend et on compatit. Il y a des personnes, par exemple, je me souviens, une jeune dame aussi qui avait été braquée, mais nous avons pris en charge les frais à l'hôpital pour soigner la personne. On n'a jamais abandonné qui que ce soit. Maintenant, il y a des collaborateurs qui estiment qu'ils ont été licenciés de façon abusive. Je vous ai expliqué que nous étions en état d'urgence. En période d'état d'urgence, on prend les décisions qui sont des décisions d'urgence. Mais après, il y a eu des régularisations des dossiers. Ces régularisations des dossiers ont abouti aux contrats à durée déterminée qui ont été établis, qui ont été signés entre ces employés et la société. Certaines personnes ont été observées dans la durée, entre le comportement qu'ils affichaient. J'ai entendu un qui fait état, par exemple, des mouvements de grève. On ne défend pas les mouvements de grève, mais les mouvements de grève sont encadrés. Et lorsque vous faites une grève et que vous ne respectez pas les conditions ou les procédures pour faire une grève, en principe, il va de soi que vous vous inscrivez hors la loi. Maintenant, les contrats qui ont été établis, c'était des contrats à durée déterminée. De toute façon, pour la plupart des personnes que j'ai vues ici, ils avaient des CDD. Et tout le monde le sait, lorsque vous avez un CDD, l'employeur n'a pas l'obligation de vous le renouveler. Le CDD arrive à terme. Si la tâche pour laquelle vous avez été recruté, on n'a plus besoin de vous, ou bien on a besoin d'une autre personne qui fait peut-être mieux le travail, nous n'avons pas l'obligation de renouveler les CDD en question. Bon, maintenant avant de parler de la prime Covid, et ça je vais vous présenter quelques documents, je voudrais quand même dire que c'est vrai, il y a la loi, c'est vrai, il y a les textes, mais il y a aussi le fait que ce sont des compatriotes. Et personnellement, c'est ce que je reproche à certains que j'ai entendus tout à l'heure. Ça fait presque 5 mois que je suis ici. Je n'ai reçu personne qui serait venu pour dire, monsieur le directeur général, nous avons eu des problèmes dans le passé. Maintenant, vous êtes là, est-ce que vous pouvez réexaminer nos cas? Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, il y a presque une semaine, je me suis penché personnellement sur un cas parce que c'est un cas qui m'a interpellé, en écoutant aussi tout ce qui se dit à gauche, à droite. Il y a un de nos anciens collègues qui avait fait un accident, qui avait eu un accident au niveau d'Akaye et qui avait malheureusement tué un enfant. Et ce monsieur, effectivement, je crois que lui, il a été licencié. Alors même que le rapport qui avait été établi, c'est-à-dire le procès verbal de la police, dégageait sa responsabilité. C'est-à-dire qu'en fait, le monsieur n'avait pas tort. Et il s'est retrouvé malheureusement dehors. J'ai donné des instructions fermes à ce niveau pour que ce monsieur soit réintégré. Parce qu'il a écrit, j'ai reçu le dossier et j'ai étudié le dossier dans ce sens-là. Parce que c'est pas, les accidents, on ne peut pas les prévoir. Maintenant, pour les autres personnes, je suis malheureusement souvent surpris de les voir soit dans les réseaux sociaux, soit à la télévision, mais je n'ai encore reçu personne. Ce sont des jeunes compatriotes.
on peut les recevoir et étudier au cas par cas les dossiers des uns et des autres. Sur la prime Covid, vous avez ici des justificatifs de perception 2021, exercice 2021, et vous avez l'exercice 2020, et vous avez quelques cas isolés, parce qu'il y a certains qui sont passés sur le TikTok et qui ont fait des vidéos disant qu'ils n'avaient rien perçu. Alors moi je voudrais être clair à ce niveau. Et d'ailleurs le ministre l'a rappelé à l'Assemblée nationale et dans l'émission, c'était quoi encore? Le grand débat. Ceux qui se plaignent, qui n'ont pas touché la prime Covid, je demande à ce qu'ils viennent vers moi avec des justificatifs de non-perception de prime Covid. Il faut qu'ils aient des bulletins de salaire pour démontrer qu'au moment où on a payé la prime Covid aux autres, dans leur bulletin, la prime Covid n'a pas été impactée. S'ils les apportent tout de suite, M. Koumba, on le paye immédiatement. Même à crédit, on va se battre. Ce que nos collaborateurs, nos anciens agents ne savent pas, c'est quoi? C'est qu'en 2020, étant donné qu'ils avaient des contrats de prestation, ils étaient payés sur ce qu'on appelle des états de salaire. Et vous avez ici les états de salaire de 2020 qui mentionnent bien, vous voyez ici, il y a une dernière colonne ici, où c'est marqué prime exceptionnelle Covid-19. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 2020 et par la suite? C'est que les collaborateurs étaient payés à la base d'Ovendo. Et quand ils étaient payés, ils venaient percevoir l'argent, ils ne regardaient pas de quoi était composé le montant qu'ils percevaient. C'est-à-dire vous touchez 180 000 francs. Et dans les 180 000 francs, vous ne vous rendez pas compte que dedans, il y a par exemple 60 000 ou 40 000 francs de prime Covid. Vous prenez juste les 180 000, vous signez et vous partez. Donc, je leur demande de venir. Maintenant, si quelqu'un a d'autres documents qui mentionnent d'autres montants ou qui, je ne sais pas, qui sont peut-être d'autres types de documents, mais qui me les apportent pour qu'on les analyse, qu'on regarde et on règle le problème. Alors, la prime Covid, c'était une prime exceptionnelle. Quand on dit une prime exceptionnelle, ça veut dire qu'à un moment donné, elle a un début et elle aura bien une fin. Et cette prime exceptionnelle correspondait à la période de crise sanitaire. C'était le moment du Covid-19. Mais lorsque le Covid est terminé, monsieur le journaliste, est-ce que vous pensez qu'on devait continuer à payer la prime alors que la raison pour laquelle la prime avait été créée, cette raison n'existait plus? La Covid-19 était terminée. Et le 30 mars, je pense, 2022, c'était la dernière fois qu'ils ont perçu la prime Covid. Et cette fois-ci, je voudrais quand même que ça s'arrête, parce que le fait de raconter partout que la société n'a rien payé, ça devient de la diffamation, ça devient du désordre. Et nous n'allons pas continuer à accepter ce désordre. Je suis là depuis 5 mois. Aucun agent, aucun ancien n'est venu me voir pour dire « Monsieur le directeur général, voici les textes que nous avons. On a dit dedans, la prime c'est 200 000. Vous n'avez pas payé les 200 000, vous avez payé 20 000. Voici le document officiel que j'ai, je ne sais pas de quel organe. La prime n'a pas été payée, voici ceci, voici cela. » Alors à partir du moment où ça devient de la diffamation et du désordre, la société va maintenant se réserver le droit d'ester en justice contre tous ceux qui vont la diffamer. Maintenant, pour ceux qui se plaignent et qui disent que ce sont des Gabonais, ce sont des compatriotes, la direction générale est ouverte. Je reçois tout le monde de façon libre, sans rendez-vous, tous les jours, de 7h30 à 10h. Vous n'avez pas besoin de rendez-vous. Vous venez, vous voulez voir le directeur général de Transsub. Dès que vous venez à 7h30, 10h, vous êtes reçus. Je leur demande de venir, d'apporter les dossiers qu'on regarde. On est venu habiter ici, monsieur Atiga, comprenez? La location. On a fait la location. C'est compliqué. Hein? Comment vous faites lorsqu'il pleut? On retrousse les pantalons, on retrousse les culottes. C'est la raison pour laquelle vous m'avez demandé de venir. Effectivement. Avec ça. Effectivement. Et aujourd'hui, vous arrivez, on peut dire, au bon moment, parce que quand il a plu, la boue, c'est pratiquement après les genoux. Après les genoux. Ici, il n'y a pas le courant. Vous n'avez que ce que je vois là. Oui, les panneaux solaires. Et les panneaux solaires, là, c'est récent que c'est là. Ici, il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'eau. Nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas de courant, nous n'avons pas de route, nous n'avons pas d'école, nous n'avons pas de dispensaire.
ici face au lac, à la rivière que nous utilisons pour se laver, en tout cas pour laver le linge, La vaisselle. pour la vaisselle. Mais c'est une eau vraiment qui n'est pas potable, qui, après quelque temps, on se retrouve avec les démangeaisons. Donc comment vous faites pendant la saison sèche? Quand ça sèche là, comment vous faites? C'est difficile. Pour ceux qui ont les moyens, sortent, aller prendre de l'eau dehors, on paye. Les véhicules rentrent, le bidon d'eau au prix de peut-être 500, pas peut-être 500, le bidon de 20 litres. Donc c'est vraiment difficile. En tout cas, c'est difficile en saison sèche. Il n'y a pas de crocodiles là-dedans? Il y a les crocodiles. Nous sommes exposés à les serpents, les varans, il y en a. Il y a les serpents. Les boas. Les boas. C'est pas profond, hein? Les enfants qui se baignent en bas là-bas. C'est profond. C'est profond. Donc c'est la difficulté que nous avons vraiment ici à Pointe-Claire. Vous avez la difficulté en approvisionnement d'eau. Oui. Vous avez la difficulté en termes d'infrastructure routière, c'est-à-dire pour sortir, c'est tout un problème. C'est tout un problème. Il y a un problème d'électricité, c'est ça. L'électricité n'arrive pas ici. L'électricité n'arrive pas. Nous qui avons l'électricité ici aujourd'hui, on parcourt des kilomètres, c'est-à-dire acheter un touré à 1 500 000. Vous tirez votre électricité au PK11. PK11 à Igoumié. À la baisse de tension, les appareils tombent en panne. C'est vraiment difficile. Mais où sont vos époux? Il n'y a qu'un groupe de femmes. Les hommes sont où? Ils ont démissionné. Hein? Ils ont pas réparé la télé. Aujourd'hui, les femmes ont pris la bravoure de faire ce que nous faisons aujourd'hui. Nous nous sommes levés parce qu'on est fatigués de vivre ça. On va continuer notre parcours du combattant. On va aller voir comment vous avez construit plus loin, c'est ça? Voir comment nous avons construit, voir la route. Parce que la route est un facteur vraiment particulier. Voilà. En ce qui concerne la route, nous avons les grandes difficultés. Il y a les mamans aujourd'hui qui, pour ceux qui accouchent encore, accouchent au rail parce qu'il n'y a pas de véhicule. Nous avons les cas de décès. Nous avons l'insécurité, c'est-à-dire le braquage, les viols. En ce qui concerne l'électricité, on n'en a pas. Quand il fait nuit ici à 20h, 22h, vous voyez, on est dans une broussaille. C'est difficile. Ici, nous sommes arrivés à la chefferie. C'est la chefferie de Pointe-Claire. C'est le bureau du chef. Ça, c'est le bureau du chef. Il est où? Je sais pas. Il n'est pas au courant qu'on arrive. Je sais pas. Je sais pas. On va continuer. On va vous présenter la source. Vous avez une idée de la population, le nombre des habitants ici? On est à près de 500 habitants, hein, pour ceux qui y sont déjà. Parce qu'il y a certains qui ont construit à cause de la difficulté de la route. Ils ont abandonné, ils sont partis. Oui, ils ne peuvent pas rentrer déjà. Mais sinon, on est nombreux. On est à près de 500, hein, ceux qui y sont déjà. Voire plus. Vous faites partie de Ntoum, je vois, département du Komo-Mwanda. Oui. Département du Komo-Mwanda, commune d'Ovendo. Nous sommes au 2e arrondissement de la commune d'Ovendo. Mais d'ici, la route semble praticable. Praticable? Oui, parce que la société en bas, pendant les grandes vacances, ils ont un peu raclé. Ouais. Qui, quand on fait les courses, le véhicule ne peut pas monter. Les femmes, quand elles font les achats, quand on loue un véhicule, il arrive que le véhicule nous abandonne en bas à cause du bourbier, en saison sèche comme en saison de pluie.
Et pour les mamans du 3e âge, c'est vraiment difficile. C'est très difficile. Bolo. Voilà. C'est vraiment très difficile. C'est vraiment très difficile. Je passe d'abord. Il n'y a pas le vin? Il n'y a pas le vin de palme. Cherchez encore. J'arrive. Ok, tout à l'heure. Donc, mais tenez, les femmes travaillent et vous, vous êtes là, vous ne faites rien. C'est vraiment difficile. C'est pour ça qu'on lance un cri d'alarme vis-à-vis de nos autos. On ne parle pas de coup d'État ici. Nous lançons un cri d'alarme face à nos autorités pour qu'ils essayent de voir la situation de notre quartier Pointe-Claire. Nous voyons ce qui se passe dans d'autres quartiers. Le CTR y travaille. Nous demandons à Papa Oligui de faire de même et qu'il ait une oreille attentive face à notre demande. Les femmes souffrent. Et pendant la saison des pluies, l'eau sort à compte-gouttes. C'est-à-dire, si vous êtes venu à 2 h du matin, parce qu'il arrive qu'on vienne à la source à 2 h du matin, c'est difficile. Vous n'allez pas regretter, monsieur Atiga. Quand le président va, quand monsieur le président verra, papa. Alors. Vous avez raison. Ici, c'est chercher la trousse. Ça, c'est chercher la trousse. C'est ce que j'ai maintenant. Moi, ça fait 1 an et demi que je suis là. Je suis devenue maladive. Toute ma chair est partie à cause de la difficulté de vie. Difficulté de vie. Difficulté de vie. Tu n'es pas encore arrivé ici au Blandine. Vous sautez? Monsieur Atiga, nous vous remercions que vous ayez fait tout ce sport-là. Là, nous sommes à la source. On vous présente la source où on recueille de l'eau à boire. Vous voyez comment c'est difficile. Là, parce que c'est la saison des pluies, ça coule un peu plus. Mais pendant la saison sèche, c'est les gouttes à compte-gouttes. Donc tout le village, tout le quartier, c'est ici. Vient s'approvisionner en eau ici. En eau ici. En saison sèche, il n'y a pas de pluie. Il faut laver. Vous Il savez faut faire pourquoi la vaisselle. je mets mes soquettes là. Il faut Parce boire. que pour remonter là, c'est difficile. Je préfère remettre mes chaussures haut. Nous avons un problème De d'eau. randonnée. Vous-même, vous avez vu. Les mamans à Pointe-Claire souffrent. Nous voyons le travail que vous effectuez dans Mais il n'y a pas d'autres que les mamans, il y a quartiers. aussi les papas, enfants, les les mamans, papas. en tout cas toute la population de Pointe-Claire aujourd'hui est sous vos pieds pour demander l'aide. L'aide que nous voyons que vous apportez dans d'autres quartiers. Vous avez fini de parler, non? Non, on n'a pas fini. Vous voulez quoi encore? Dites, parlez. On veut les extensions les extensions en eau et en électricité. La route, le courant, les dispensaires, l'école, parce que nos enfants parcourent des kilomètres pour aller à l'école. L'école est à Ah oui, Égoumier. justement, vous parlez de l'école. Les enfants apprennent où? Comment ils font? L'école primaire, le collège, c'est où ici? L'école primaire, c'est à Mindoubé 1. L'école primaire est à Ils traversent Mindoubé 1. la décharge. Parfois, les braqueurs les arrachent même l'argent du taxi. Les enfants viennent à pied. Égoumier. Le collège, c'est Égoumier. Et les autres, au lycée Raymond Bouka. Raymond Bouka, c'est à Mindoubé 1? Oui, Mindoubé 2. 2. Bon. Le gouvernement, ils ont suivi certainement l'émission. Votre problème va être résolu. C'est pas ça?
C'est ce que nous voulons. C'est ce que vous avez voulu montrer aux décideurs du pays. Oui. Vos conditions de vie ici. Qui sont très difficiles. Qui sont très difficiles. Nous sommes dans un quartier précaire où tout est difficile. En alimentation, la santé, tout est difficile. Vous voyez comment on transpire vous-même. C'est vraiment oui. C'est notre calvaire ici. Hein? Là, c'est une fois en passant. Mais rendez-vous compte pour toute une vie. C'est difficile. Et puis, car cela ne tient, on va vous présenter là où se trouve le dernier poteau qui est à quelques encablures de nous. Les poteaux électriques publics. Nous, ici, c'est de ce côté-là. Les panneaux solaires, hein? C'est ça, non? Ce sont ceux-là? Non, non, non. Ça, les poteaux électriques, hein? Oui, les poteaux électriques. Ah, d'accord. Là-bas. C'est ce que je vois jusqu'à là-bas. Ça, c'est les panneaux solaires. Oui, mais là, vous parlez de poteaux. Électriques. Mais en fait, ce ne sont pas de poteaux, c'est les poteaux de fortune. Un peu comme ceux-là. Mais là-bas, nous avons un poteau électrique de là où on voulait vous emmener, qui s'arrête chez le secrétaire général. La question reste posée, pourquoi ça n'a pas été tiré jusqu'ici? Ah, ça part de là-bas pour ici? Oui. Ouais, mais on n'aura pas le temps d'arriver là-bas. On n'aura pas le temps. Vous voyez comment je transpire? Vous transpirez vraiment. Oui, c'est pas que je suis fatigué, hein. Moi je suis encore solide. Si vous voulez, on part. Hein. C'est difficile. Nous, on veut aller, on veut que tout ça se fasse voir. Non, ils savent que le poteau électrique s'arrête là-bas. Le poteau électrique s'arrête à quelques encablures de nous. On ne sait pas. C'est quand même à près d'un kilomètre, si je calcule bien. Oui. 1 kilomètre. Oui. Madame Zé. Monsieur Atiga. Matin, week-end, s'il vous plaît. Bon, je comprends pourquoi votre quartier est toujours comme ça. Madame Zé. Monsieur. On a fait le tour de la question. Oui. Le tour du quartier. Vous avez l'air triste. Le triste constat qui se fait ressentir, qui se fait voir. C'est-à-dire de notre côté, nous on a lancé le cri d'alarme. Donc nous attendons un hic du côté des autorités gouvernementales pour qu'ils puissent voir notre situation. Vous avez vu, j'ai dû tronquer mes babouches pour les chaussures de randonnée. C'est difficile. Parce que c'est difficile. C'est très difficile. Ouais. Aujourd'hui, une femme de 34 ans, vous allez lui donner un âge plus avancé à cause de la difficulté de vie. Il faut faire le marathon, il faut escalader les montagnes. Nous n'avons pas de véhicule, nous n'avons pas de route. Nous n'avons pas de... Vous n'allez pas cesser de le dire, on l'a constaté, il n'y a pas de route, il n'y a pas de véhicule, ça on le sait. C'est difficile, monsieur Atiga, vraiment, on va vous remercier. Il y a la police qui arrive ici. Hein. On va terminer notre interview. Si ce n'est de vous remercier, le sentiment de désolation que nous sommes en train d'exprimer. Les autorités ont entendu, elles ont vu, elles vont décider. Merci. C'est dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville, au quartier Ntengayon, précisément au lieu dit immeuble MCD, que Dame Janine Minko, sexagénaire en difficulté financière, avait cédé à la proposition de Rodrigue Ragougé Ogoula, celle d'achever les travaux de sa bâtisse moyennant un paiement mensuel. Je suis venue ici, on appelait Milonsi, en 1983. Je suis l'une des premières personnes à construire une maison ici. Malgré sans moyens, j'ai fait une cabane en bois. J'avais planté beaucoup. Quand le cadastre est venu, on a tout ravagé, on m'a donné cette petite place. Et
Le cadastre avait tout ravagé. Et pourquoi? Parce qu'on devait donner aux autres, on devait viabiliser la zone. Donc, j'ai eu la chance, avec mon mari, une parcelle. Vous avez donc les documents de cette parcelle? Oui, j'ai les documents qu'on donnait avant. Je n'ai pas eu le titre foncier. Le titre foncier. Je suis en permanence malade et je ne travaille pas. Et j'ai vu un garçon venir humblement, maman, je suis orphelin de père et de mère. Je veux travailler pour Jésus, moi chrétien. Et ça m'a touché au plus profond de moi que quand je vais mourir demain, c'est comme ça que vont rester mes enfants. Et ça m'a touché. Je lui ai dit, j'ai un soubassement, mais les murs. En me le demandant, il a dit moyennant quelque chose. Moi, je n'avais rien. C'est-à-dire moyennant quelque chose? Moyennant quelque chose, les finances. Il a constaté que je n'avais rien. Il devait vous remettre de l'argent? Oui, il devait me donner chaque fin du mois. Je ne tiens même pas debout. On va prendre une chaise. Je suis fatiguée. Prends-moi la chaise, pardon. On va s'asseoir. Oui. Le bâtiment en question, c'est lequel? C'est ce bâtiment-là. Donc, celui qui l'a monté jusqu'à la toiture là-bas? Oui, il a trouvé un grand soubassement. Et ce soubassement était censé porter 6 maisons, c'est-à-dire 5 étages. Mais lui, il est venu, comme il a fait les 4 murs là, il s'est glorifié jusqu'à ce que il ne me donne même pas la possibilité de m'exprimer. Il me dit, c'est moi qui lui a porté plainte. Je ne lui ai jamais porté plainte. Si je l'ai amené chez un huissier de justice, c'est parce que je voulais qu'on établisse un contrat de bail. Là, quand je sors le matin, je trouve les caca, le sang. Avant qu'il n'arrive, il n'y avait pas ça. Là où je reste avec les enfants. Ce n'est qu'une cabane. Il m'a minimisé, il m'a chosifié. Pour lui, je suis sénile, comme je suis vieille. C'est que je ne réfléchis pas. En tout cas, quand il me parle, il parle de moi. Il est venu vers vous en quelle année? En 2013. Il m'a fait signer un papier. C'est chez l'huissier en question. Le papier que je ne donne plus à une autre personne. Et il m'a donné 400 000. Et il disait, ce n'est pas remboursable. À la longue, quand je réfléchis, ça a été plus que remboursable. Pourquoi? Parce que c'est lui qui me doit aujourd'hui plus qu'il n'en faut. Les 400 000 devaient servir à quoi? C'était une avance? Les 400 000, c'était pour que je ne donne plus, parce qu'à l'époque, les gens venaient me demander le soubassement là. Je ne sais pas. Quand quelqu'un a une malchance, je suis tombée sur lui et c'est lui que j'ai donné. Quand bien même, j'ai refusé à tout le monde. Et il m'a donné ça pour que je ne donne plus à une autre personne. Il me disait qu'il veut voyager sur, je ne sais pas, Lambaréné ou Port-Gentil. Il est parti. Et 3 mois après, j'étais en train de l'appeler que vous faites comment? Il m'a dit, j'arrive après. Il est arrivé. Quand il est arrivé, il a entamé directement
les travaux. Je voyais, il est venu me donner un livre en me disant que c'est ce bâtiment-là que je veux construire. Il avait déjà tout planifié. Il ne m'avait pas dit que là-dedans, il y a aussi la somme que je dois dépenser. C'est quand le bâtiment est sorti déjà, il me dit, je veux construire pour 32 millions. J'ai refusé. 32 millions, j'avais déjà fait, si j'ai 32 millions après le soubassement, je vais amener mon projet à la fin, c'est-à-dire construire les 5 étages en question. Avec 32 millions, je pouvais le faire. Mais les 4 murs avec le toit, comme quoi il va faire le plafond en marbre, tout ça là. C'est fait aujourd'hui, à l'intérieur. Rien n'est fait parce que j'ai arrêté les travaux, que là, c'est de l'arnaque. Je ne supporte pas ça. Parce que 32 millions, là, quand il va partir, je vais assurer de prendre d'abord quand même quelque chose là-dedans. Et puis, je pourrais casser et reconstruire les 5 étages. J'ai fait 16 enfants. J'ai perdu le nombre que je donne le manioc aujourd'hui, c'est-à-dire 8. Et les 8 enfants, la place là est insignifiante. Parce que parmi les 8, il y a 2 filles, donc 6 garçons. Rendez-vous compte si quelqu'un doit prendre ça. Et l'autre va prendre ici, les autres, une personne ou 2 seront pénalisés. Alors, lorsque vous vous êtes entendu avec ce monsieur qui en a fait une église, est-ce un pasteur? C'est la première question. La deuxième question, mais lorsque vous faisiez tout ça, où étaient vos enfants? Mes enfants étaient là. Oui, c'est un pasteur. C'est à cause de ça que j'ai enlevé les enfants dans l'histoire. Les enfants font le désordre, selon moi. J'ai accordé ma confiance à une personne qui ne le méritait pas. À l'homme de Dieu, comme on dit. Je lui ai mis à la place de Jésus-Christ que c'est un homme de Dieu. Et je lui ai accordé ma confiance. Il ne l'a pas mérité. Il ne l'a pas mérité. Parce que ce qu'il fait, la méchanceté qu'il est en train d'user sur moi, vous ne pouvez pas comprendre. Il a tout refusé, même ce qu'on a conclu verbalement. Ce qu'on a conclu verbalement, que le bâtiment est à 400 000 et il me donne 150 000, il récupère 250 000 jusqu'à ce qu'il termine ce qu'il a dépensé. Quand il a coupé, je me suis dit que bon, il n'avait qu'à couper parce que à la fin des comptes, il a dépensé. Il va d'abord prendre. Maintenant, jusqu'à ce qu'il a aujourd'hui, c'est lui qui me doit, plus qu'il n'a jamais dépensé. Ce qu'il me doit, ce n'est pas 20 millions. C'est lui le comptable. Il essaie de compter. Il est rentré le 20 août 2014. Et il a payé le mois de septembre 100 000. Octobre, novembre et décembre, 100 000, 100 000, 100 000. C'est ce qui fait les 400 000 que vous avez donné? Non. Il a dit qu'il va payer comme ça parce qu'il vient de rentrer et nous sommes... En fait, c'est que je voulais lui mettre à l'aise. On venait de se rencontrer. Il ne fallait pas que je profite, qu'il voit que je profite. Je croyais que quand c'est un homme de Dieu, il faut prendre le temps. Moi, je n'ai pas d'église.
Je prie dans la maison avec les enfants. J'ai les enfants. Pour mieux éduquer les enfants, il faut les mettre sur le chemin de Dieu. Il y en a qui ne prient pas avec moi, qui sont partout dans les églises, pourvu qu'ils soient dans les églises. Donc maintenant, ils m'invitent, mais moi je ne veux pas parce que la manière que c'est fait ne me plaît pas. Ne trouvant pas de point d'accord, Dame Jeannine Minko, malgré les actes posés par ce dernier qui ne semblent refléter en rien les critères d'un serviteur de Dieu, s'abstient de porter l'affaire auprès des autorités à cause du titre de pasteur, ce qui démontre une fois de plus le manque de discernement et de lucidité de certains croyants face aux soi-disant hommes de Dieu. C'est la crainte de Dieu. En réalité, j'ai eu une certaine éducation pour les hommes de Dieu. On nous a appris qu'un homme de Dieu, c'est un ambassadeur de Jésus-Christ sur la terre. C'est lui qui lui représente. Mais quand je lui ai regardé la manière qu'il fait, j'ai compris que c'est le genre que Jésus-Christ a dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Il n'est pas réellement un homme de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu ne peut pas manquer l'occasion de servir Dieu. Regardez chez moi. Ça, c'est ma cabane. Je vis dedans avec 15 enfants, mes 8 enfants. Je vais dire certains de mes petits-enfants qui ont déjà même les enfants. Donc, nous sommes plus de 15 dans cette cabane que vous voyez là. Si c'était un homme de Dieu, je devais être ce qu'on appelle gâté. Et je pouvais même me rabattre dans son église. Si j'étais contente, si j'étais satisfaite, je pouvais laisser et rentrer dans son église. Mais j'ai voulu voir que c'est Dieu qui travaille. Je ne pouvais pas lui porter plainte parce que son appellation de pasteur m'a convaincu que c'est un pasteur, celui qui travaille pour Jésus. Je dois lui laisser le temps. Jusqu'à maintenant, il ne fait rien. Il ne me montre même pas qu'il va partir. Alors, je suis obligée de me plaindre. J'ai essayé en amiable, ça ne prend pas. Il connaît trop, il connaît tout. Si quelqu'un connaît tout, c'est lui. Il connaît quand Dieu va frapper. Il connaît quand, en tout cas, tout ce qui va se passer, en mal ou en bien pour toi, lui, il connaît. Alors, pour les téléspectateurs qui nous regardent depuis, vous parlez de lui sans citer son nom. De qui s'agit-il? C'est qui? Il est certes pasteur, mais c'est quoi son patronyme? En fait, c'est le pasteur Rodrigue. En réalité, je ne sais pas ce qu'il est, s'il est gabonais. Le pasteur Rodrigue n'a pas de nom de famille. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas s'il est gabonais. Je sais seulement qu'il a une femme mienée. Et il s'appelle, selon ce qu'il m'a donné comme nom, Ragougue Ogula Rodrigue. C'est ça son nom. Mais je ne suis pas sûre, je ne connais pas. Au lieu que c'est moi qui lui porte plainte, comme je disais, que je lui ai pris pour Jésus, je lui ai fait confiance. Je lui ai accordé ma confiance alors qu'il ne le méritait pas. Au lieu que c'est moi qui lui porte plainte, c'est lui qui allait me porter plainte. J'ai dû commander comme je ne travaille pas. Je ne travaille pas. Je vis dans une précarité. Avancez, regardez la maison. L'intérieur, c'est même pas la peine.
Ça pleut même dedans, comme dehors. C'est lui qui part me porter plainte parce qu'il sait que je ne peux pas payer l'avocat. J'ai dû demander l'aumône dans les rues de Libreville pour avoir quelque chose pour aller payer l'avocat. C'est bientôt la fin de l'émission. Monsieur Raymond Nguemandon, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Monsieur Dieudonné, bonjour Monsieur Gabin, bonjour Madame Fiji. Bonjour. Bienvenue. C'est un grand honneur pour moi d'être là à côté de vous. Ça me fera plaisir. Dans ton propre pays. Bienvenue sur le plateau de Matin Week-end. Merci beaucoup. Alors, qui est vraiment Monsieur Nguemandon? Avant de commencer mon propos, oui. Monsieur Gabin, Monsieur Dieudonné, Madame Fiji, permettez-moi de remercier du plus profond de mon cœur et toute mon admiration. Merci pour vos multiples messages d'encouragement, de soutien, d'espoir. En lisant certains de vos messages, je réalise la lourde responsabilité que nous avons de relever notre pays en bâtissant un Gabon nouveau afin d'atteindre l'essor vers la félicité que nous souhaitons tous. Merci. Je vous témoigne toute ma reconnaissance et tout mon respect. Leçon bien apprise. Et surtout le fait de s'être approprié les propos de nos nouveaux dirigeants. Oui. Alors, qui es-tu? Raymond Nguemandon était un acteur professionnel gabonais formé à l'Académie des médias à Istanbul, ayant déjà joué dans plusieurs films, séries, novellas turques, des publicités. Raymond Nguemandon est aussi un expert du cinéma, des arts culturels et des stratégies de développement du tourisme. C'est ainsi que je peux décliner Raymond Nguemandon. Très bien, vous vivez en Turquie, vous avez répondu à l'appel du président de la République au lendemain du 30 août qui a demandé à tous les Gabonais vivant à l'étranger ayant une expertise de rentrer au pays. C'est ce que vous avez fait. Alors, que proposez-vous aux Gabonais? Vous savez, le Gabon, c'est notre pays. C'est important de le préciser. C'est ce que j'ai dit sur le plateau. Oui. Il faut respecter les institutions. Chef de l'État. Chef de l'État. Venons à l'essentiel, oui. Oui. Lorsqu'il a fait cet appel des Gabonais de l'étranger, il a clairement manifesté sa volonté que les Gabonais viennent dans leur pays pour qu'ensemble nous puissions bâtir notre pays. Il a fait cet appel, pourquoi? Parce qu'il sait qu'à l'étranger, il y a des Gabonais qui sont à la diaspora, qui ont l'expertise, qui ont des compétences, qui ont l'expérience dans plusieurs domaines de la société. Et il sait qu'en mettant toutes ces intelligences autour d'une cause, la cause Gabon, notre pays va décoller avec une vitesse, avec grand V. Et moi, ayant entendu ces différents appels du chef de l'État, j'ai répondu favorablement à ces appels. Parce que le Gabon, c'est notre pays, parce que le Gabon est ce qui nous appartient. Et nous devons tous œuvrer pour le lancement, pour le développement, pour le changement de notre pays. Alors, votre projet, vous pouvez parler de ce projet d'envergure? Oui. En venant, c'est vrai, depuis mon arrivée, beaucoup me demandent à chaque fois, est-ce que vous avez rencontré le chef de l'État? Le chef de l'État C'est la question que j'allais vous poser. Puisque vous avez répondu à son appel, il y en a qui sont venus pendant le dialogue national. Vous êtes venus, je pense, ou avant ou après. Avant aussi. Avant. Oui. Mais vous n'avez pas participé au dialogue national pour apporter votre contribution. Votre projet, comme dit cette belle dame. C'est quoi le projet? Que proposez-vous aux Gabonais? Ce que je propose aux Gabonais, c'est que, c'est vrai, je suis venu moi-même, étant déjà un ambassadeur culturel gabonais majeur à l'étranger, qui fait honneur au Gabon partout dans le monde. Parce que les séries turques dans lesquelles je joue, ces séries sont diffusées partout dans le monde entier. De un, aussi, je ne suis pas venu les mains vides, j'ai apporté un très bon projet qui avait été élaboré depuis 2021. Mais une fois que je suis arrivé ici, j'ai rencontré un certain nombre de personnes qui m'ont dit qu'il faut encore travailler ici sur place, c'est-à-dire pour prendre
pour vraiment bien intégrer l'écosystème du cinéma, du tourisme gabonais, du pays, du contexte actuel. Donc c'est ce travail-là que nous avons mené pendant un bon temps. Et c'était un travail vraiment qui nous a beaucoup coûté, mais c'est un sacrifice qu'on fait pour notre pays. Donc ce travail étant déjà été ficelé, nous avons déjà rédigé des demandes de correspondance adressées au président de la transition, président de la République, chef de l'État, M. Brice Clotaire Olinguema, pour le rencontrer, pour échanger avec lui, discuter avec lui, lui présenter le projet, lui soumettre le projet, toutefois en lui expliquant qu'est-ce que ce projet peut apporter à notre pays en termes de revenus, en termes de création d'emplois, en termes de la valorisation de notre pays à l'étranger. Toutefois, on lui explique les tenants, les aboutissants à court et à moyen, à long terme de ce projet. Il s'agit de quel projet? Jusqu'ici, voilà, ce projet, c'est la création d'une industrie cinématographique au Gabon. Ah oui. Oui, parce que le cinéma a une puissance que personne ne peut mesurer. Il faut parfois se poser les bonnes questions. Pourquoi le cinéma a explosé aux États-Unis? Pourquoi le cinéma a explosé en Inde? Pourquoi le cinéma a explosé au Nigeria, là à côté? Pourquoi le cinéma a explosé au Japon, en Chine, en Turquie et dans d'autres pays? Pourquoi? C'est parce que dans le cinéma, il réside une force qui fait que le cinéma est un levier de croissance économique dans un pays. L'industrie cinématographique est une niche d'emploi. Le cinéma permet de vendre l'image de votre pays à l'étranger, partout dans le monde. Et surtout, lorsque vous réalisez des produits de haute qualité qui respectent la norme et le standard international, vos films, vos séries sont diffusés partout dans le monde. Et en amont, ça attire les investisseurs. Ces investisseurs qui vont venir, ils vont investir ici au pays. Les Gabonais vont trouver de l'emploi. L'industrie elle-même crée directement l'emploi en suivant nos films, nos séries, les vraies séries, dans le monde entier. Le tourisme sera très, très boosté ici dans notre pays. Alors, en tant qu'acteur, vous avez joué différents rôles dans plusieurs productions à l'international. Je ne vous en dis pas plus. Regardez. Niye böyle söylüyor? Arabacı bir mahkum. Komutan Remzi Bey bizi buradan geçirdiğinde serbest bırakacağına dair söz vermiş. Arabacı! Ölümden büyük ceza yok. Eğer bizi yakalarlarsa beni asarlar, seni hapse atarlar. Ben korkuyor muyum? Sen Halide Edip Hanım değil misin? Formidable. Vraiment bravo. Vraiment bravo. Monsieur Dejeune, applaudissez pour moi. Vraiment bravo. Alors, nous remarquons vous avez joué à ce niveau-là. Le seul noir, que vous parlez super bien turc. Mais alors, comment êtes-vous en arrivé là? C'est comme je le disais au début. Hein. Vous voyez, lorsque le chef de l'État avait eu son échange avec la diaspora des États-Unis, il avait dit quelque chose. Je cite, il avait dit que nous avons besoin des gens qui vont nous accompagner. Nous avons besoin de vous, la diaspora. J'ai confiance en la diaspora. Et j'aime la diaspora. Une diaspora constructive. Une diaspora qui apporte. Une diaspora qui œuvre pour la construction de son pays. Fin de citation, c'est la parole du chef de l'État. Et à la fin, il avait parlé de la discipline et le travail. C'est avec la discipline et le travail qu'on atteint tous les sommets. Parce que c'est vrai que c'est le destin, c'est Dieu qui m'a permis d'en arriver là. Après, il y a la discipline. Mais j'ai travaillé de manière disciplinée, sans encombre. Parce que lorsqu'on s'engage à faire quelque chose, tout est possible. Vous avez posé la question, si ce projet est réalisable, il est tout à fait réalisable. Parce que nous avons un potentiel qu'on ne peut pas décrire. La terre gabonaise est vierge. Et ce n'est pas les moyens qui manquent aussi à notre pays, lorsqu'on regarde bien. Donc tout est réalisable et tout dépend de la volonté. Parce qu'on a fait combien d'années, il n'y avait pas de routes là,
Mais vous voyez, à peine que le CTRI est arrivé... En 5, 6, 7 mois, ça bouge un peu. Vous voyez, il y a déjà des routes par-ci, par-là, il y a des quartiers qui sont déjà des enclavés, etc. Donc, tout ça démontre tout à fait que... Quand on veut, on peut. La volonté, Bien sûr. l'objectif et surtout la vision.